Chers élèves, nous nous retrouvons en vidéo aujourd'hui pour une dernière séance sur le banquet romain. Et aujourd'hui, nous allons parler chiffon. Désolé les garçons. Relevez en latin les éléments qui composent la tenue de Trimalchion. Les éléments de la tenue de Trimalchion sont palio coccineo, un manteau écarlate, laticlauia mappam, une serviette garnie d'une bande de pourpre, annulum grandem sub auratum, un grand anneau légèrement doré, minorem totum aureum, anneau plus petit tout en or, armilia aurea, un bracelet en or, et boreolamina, une lame d'ivoire. Quelle couleur porte-t-il? Il porte du pourpre, de l'or et de l'ivoire qui soulignent sa richesse. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie les rires des convives? Les rires des convives se justifient par l'accoutrement excessif de Trimalchion qui exhibe sa richesse sur chaque partie de son corps et semble se noyer sous les bijoux, de sorte que l'on peut à peine le distinguer et que seule sa tête rasée est visible. L'ensemble est ridicule. Je vous laisse regarder à ce propos une interprétation du Satyricon de Pétrone par le grand réalisateur italien Fellini. Dai, viva! Viva! A questo vino bisogna che gli fate onore. I pesci devono nuotare. Grazie agli dei io non compro. Tutto quello che fa saliva mi viene da un mio podere che chissà dov'è. Dicono che sta tra Terracina e Taranto. Io mi devo sconfinare con la Sicilia, perché mi voglio fare un viaggio fino in Africa. Così a piedi, a cavallo o anche per mare, navigo sempre sul mio. Simile in questo al sempre errante Ulisse. Vi piace la citazione? Anche a tavola i classici ci stanno bene. Ovide, dans l'art d'aimer, donne de multiples conseils aux jeunes gens qui veulent séduire. Or, dit Ovide, nul besoin de se faire friser au petit fer, ni de s'user les jambes à la pierre ponce pour les faire lisses. Les hommes doivent plaire par leur simple élégance, c'est-à-dire avoir le teint hâlé, la toge bien ajustée et sans tache, la chaussure bien nouée, aux agrafes non rouillées. Le pied ne doit pas sembler nager dans la chaussure. Les cheveux sont bien coupés, la barbe taillée par une main experte, les ongles propres et bien coupés, et les poils absents des narines. En outre, il faut avoir l'haleine agréable et ne pas dégager l'odeur du mâle, père du troupeau. Les femmes ne passent en général guère plus de temps à se préparer le matin. À part une bande de tissu qui fait office de soutien-gorge, leurs vêtements sont presque les mêmes que ceux des hommes. Tuniques, sandales, manteaux drapés, la toge étant exclusivement masculine, elles jouent seulement sur une plus grande variété de tissus, de couleurs et d'accessoires, bijoux, ceintures, bandeaux. Elles passent souvent quelque temps avec leur coiffeuse, leur natrix. La coiffure au temps de la République était très simple. Les cheveux étaient séparés au milieu de la tête par une raie et ramenés à l'arrière en chignon. Sous l'Empire, la mode est devenue plus capricieuse et compliquée. Tresses relevées sur le front, boucles, frisures. Je vous laisse regarder des vidéos qui vont vous expliquer cela bien mieux que moi. J'adore les serpents, enfin en bijouterie surtout. La mode des bijoux serpentiformes vient de Cléopâtre. Lorsque le futur empereur Auguste a célébré son triomphe sur l'Égypte en 29 avant Jésus-Christ, il fait défiler une statue de Cléopâtre avec un serpent enroulé autour du bras pour symboliser son suicide. Elle se serait donné la mort en se faisant piquer par des aspics. À cause de cette représentation de Cléopâtre, la tendance est lancée. Toutes les Italiennes veulent des bijoux serpentiformes. À Pompéi, on a découvert un bracelet en forme de serpent devenu célèbre pour son inscription Dominus Ancillae Suae.
le maître pour son esclave. Bon, cela dit, on ne sait pas s'il lui a offert ce cadeau parce qu'il aimait bien ou s'il voulait la faire belle pour la prostituer. Mais on trouve aussi le motif du serpent sur des bagues, comme celle-ci en or qu'on a aussi découvert à Pompéi. Saviez-vous que les Romains offraient des bagues à leurs promises pour les fiançailles ? Elles les portaient à l'annulaire gauche, comme les mariés aujourd'hui, car on croyait qu'une veine partait de ce doigt et remontait jusqu'au féminin des citoyens, mais sans aucun droit civique, bah oui, les Romains sont très misogynes, sont reconnaissables à leur stola, une longue tunique parfois ornée de broderies, voire même de fils d'or et de perles. Cette robe doit traîner sur le sol. Bah oui, il ne faudrait surtout pas prendre le risque d'être sexy. Par-dessus cette robe, lorsqu'elles sortent dans la rue, les matrones portent une palla, un manteau drapé dont on fait passer un pan sur les cheveux. Et oui, les Romaines doivent flouter les formes de leur corps et cacher en partie leur chevelure pour montrer qu'elles ne sont pas disponibles sexuellement. En bref, qu'on n'a pas le droit de les draguer. Au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, la famille Istachidia, les propriétaires de la Villa des Mystères, l'une des plus belles villas de campagne situées aux abords de Pompéi, fait sculpter une statue à l'effigie de la maîtresse de maison. Comme toutes les femmes respectables, elle porte sa stola et sa palla. 100 ans plus tard, tout le monde a oublié la grand-mère Istachidia dont la statue décorait le péristyle, le jardin fermé de la maison. Alors on décide de transformer la statue pour rendre hommage à la famille impériale en représentant l'une des impératrices, peut-être Livie, la femme de l'empereur Auguste. On voit que les sculpteurs ont laissé un espace entre la chevelure et le pan du manteau pour déposer un diadème, car les statues portaient très souvent de véritables bijoux. Mais dans l'Antiquité, les statues n'étaient pas toutes blanches. Grâce aux traces de polychromie retrouvées sur ce marbre, le Grand Palais a redonné ses couleurs à Livie dans une reconstitution numérique en 3D que vous pourrez découvrir en réalité augmentée à travers votre écran de téléphone. Vous pouvez même essayer. Voici les questions que je vous pose suite à la lecture de ces textes et à la vision de ces vidéos. À l'époque d'Ovide, quelle semble être la mode masculine et qu'en pense-t-il ? Quels autres conseils donne-t-il aux hommes qui veulent soigner leur apparence ? Quels éléments font d'une Romaine une femme élégante et raffinée ? Quelle esclave y contribue en particulier et de quoi est-elle chargée ? À l'époque d'Ovide, quelle semble être la mode masculine et qu'en pense-t-il ? La mode masculine tend vers la simplicité et la propreté de l'apparence. Ovide pense que la simplicité et l'absence d'artifice favorisent la séduction. Il conseille cependant de ne pas sentir mauvais et d'être bien rasé, bien épilé, pour les hommes comme pour les femmes. Quels autres conseils donne-t-il aux hommes qui veulent soigner leur apparence ? Il conseille aux hommes d'ajuster leurs vêtements, de ne pas flotter dans leurs vêtements. Il faut qu'ils soient bien coupés. Ils doivent entretenir des cheveux courts et doivent s'épiler les narines. Quels éléments font d'une Romaine une femme élégante et raffinée ? Les éléments qui rendent la femme romaine élégante et raffinée sont leur intérêt pour la variété des tissus, couleurs, bijoux et le soin apporté à leur coiffure. Elles doivent avoir la peau blanche. L'esclave qui y contribue en particulier, c'est l'ornatrix. Elle est chargée de coiffer sa maîtresse. Au saut du lit, vous apprenez que votre mari organise un banquet ce soir. Vous voulez en mettre plein la vue à vos invités, mais avouez-le, votre visage n'est pas des plus gracieux. Vous êtes plus gorgone que nymphe. Heureusement, avec un peu de maquillage et du temps, on peut vous transformer en Vénus de la soie. Pour un bon maquillage, il vous faut une matrone préalablement habillée, une esclave spécialisée. Non, une esclave, on a dit. Une seconde esclave. Et bien sûr, des cosmétiques tendance. On commence par enduire le visage d'huile parfumée. Attention, point trop d'en faux. On enchaîne avec de l'argile blanche pour le fond de teint.
L'important, c'est qu'il soit couvrant. Très couvrant. Manquerait plus que l'on vous prenne pour une plébéienne au teint hâlé. Cependant, soyez subtil. Un petit peu d'ocre sur les joues pour donner vie à ce visage palichon. Un peu de colle sur les yeux et les sourcils. N'oubliez pas d'assortir votre fard à paupières à votre tunique. Tunique orangée, le safran sera du plus bel effet. Et pour finir, rendez vos lèvres pulpeuses grâce au jus de mûre. 4 heures plus tard, vous voilà prête pour accueillir vos invités. Voici quelques coiffures d'inspiration romaine que l'on a retrouvées dans les musées. Alors évidemment, ce n'étaient pas des coiffures pour tous les jours, c'était des coiffures de banquet. Et pour attacher les cheveux, les Romaines utilisaient des piques. Alors celles-ci sont en ivoire reconstitué, mais il y en avait un petit peu dans toutes les matières, du bois, de l'ivoire, du bronze. Et Popée, que vous connaissez de nom, hein, la femme de Néron, était, paraît-il, si méchante qu'elle avait mis du poison à l'intérieur des piques et qu'à chaque fois que son ornatrix l'a piqué malencontreusement en faisant le chignon, elle l'a piqué avec ce poison justement de façon à lui faire du mal. Le style de coiffure que les Romaines ont adopté, ce sont les chignons d'origine égyptienne qui se sont complexifiés avec les tresses, les boucles et les frisures. Je vous laisse regarder cette vidéo d'une coiffeuse américaine qui a tenté de reconstituer les coiffures de l'Antiquité. Perruque ou fruit de l'imagination des sculpteurs. Jusqu'ici, les archéologues pensaient que les coiffures des impératrices romaines étaient trop élaborées pour avoir vraiment existé. Poussée par sa curiosité, la coiffeuse Janet Stevens a décidé de relever le défi. Personne ne savait comment les coiffures étaient conçues techniquement. J'étais naïve. Je pensais qu'il suffirait de bien observer et d'essayer de tout reproduire sur de vrais cheveux pour montrer que la coiffure était bien réelle et pas une invention. Janet s'est penchée sur le mystère il y a 13 ans. D'abord armée d'épingles à cheveux traditionnelles, elle a compris rapidement que cela ne suffirait pas pour maintenir la coiffure en place. Après des années de recherche et de pratique, elle a enfin percé le secret. D'un seul coup, j'ai eu une intuition et je me suis rendu compte qu'en cousant les cheveux avec un filet ou une aiguille, ça tiendrait. À partir de ce jour-là, je les ai toutes réussies. Depuis, Janet est devenue une experte des coiffures anciennes, comme celle-ci, portée à l'origine par l'impératrice Faustine la Jeune au IIe siècle. Ses recherches ont même été publiées dans un journal académique. Certains la surnomment aujourd'hui l'archéologue du cheveu. Je veux que les gens sachent que ces coiffures existaient vraiment, parce qu'à chaque fois que quelqu'un voit une statue de la Rome antique, il se demande comment la coiffure a bien pu être réalisée. Ces coupes de cheveux n'étant pas encore revenues à la mode, Janet ne peut pas mettre en application son talent au salon où elle travaille. C'est donc chez elle, le soir, qu'elle perfectionne sa technique pour recréer des coiffures de reine. Voici des boucles d'oreilles permanentes que l'on a retrouvées chez certaines statues, sur certaines statues. Alors celle-ci, c'est une statue que j'ai prise en photo au musée de Syracuse. Et vous voyez que en fait, les boucles d'oreilles étaient attachées en permanence. Alors ce n'était pas toujours le cas. Certains auteurs latins nous rapportent que des femmes romaines extrêmement riches portaient sur elles des boucles d'oreilles qui équivalaient à des propriétés de plusieurs hectares, parce que le but était de montrer, d'étaler sa richesse. Plus vous étalez votre richesse, c'est encore le cas aujourd'hui finalement, et plus vous brillez en société. Pour fabriquer le rouge des toges des hommes, des toges prétextes, on utilisait un coquillage qui s'appelle le Murex purpureus. Donc le voici. On le ramassait, on le pilait et on obtenait cette belle couleur rouge. Vous le savez, les femmes ne portaient pas de toge, c'était destiné uniquement aux hommes et aux jeunes garçons. Elles portaient des robes ainsi que des palliums. Les jeunes filles avaient un voile et les matrones également avaient un voile, mais d'une autre couleur. Donc, quand on était matrone, on n'était pas obligé de porter un voile. Du coup, je vous explique comment porter une toge d'après les tutos gallo du musée de Saint-Romain en Galles. Citoyen, porter la toge est un privilège. Mais les matins, tu n'as pas toujours le temps. Tu as attendu au Sénat et tu enfiles ta toge à la va-vite. Tu ressembles à un vulgaire plébéien de la suburbe. Tu es la risée de tes collègues. Et pourtant, en quelques gestes chaque matin, tu pourrais devenir l'Apollon du forum.
Pour bien porter la toge, il te faut... toi au réveil. Un premier esclave. Un second esclave. De ta taille. Et bien sûr, une toge. Dépliez la toge de 20 coudées, enfin 9 mètres, sur toute sa longueur derrière le dos du patricien. Encore, encore. Disposez l'extrémité de la toge sur le bras gauche, en veillant à rendre bien visible la laticlave, la bande rouge. Et on fait tourner la toge. Un tour, 2 tours, 3 tours. Ajustez la toge sur l'épaule gauche. Libère l'esclave. Formez le sinus. Enfin, les plis sur le devant de la toge. Plus vous aurez des plis, plus vous pourrez vous pavaner. Et voilà, citoyen, tu as la classe sénatoriale. De longues heures aux mains de leur ornatrix, l'esclave chargé de la coiffure. Les Romaines portent des cheveux très longs avec des coiffures compliquées. Elles emploient des fers à friser ainsi que des décolorants parfois agressifs pour éclaircir leur chevelure, voire des postiches faits de véritables cheveux coupés sur des esclaves, les cheveux blonds des germaniques étant très recherchés. Signalons ici que le savon, d'invention gauloise et fabriqué à partir de cendres de bois et de graisse, servait pour les Romaines non à se laver, mais à décolorer les cheveux en roux. Les Vénitiennes de la Renaissance n'ont rien inventé. On employait également des teintures à base de brou de noix, qui servaient à masquer les cheveux blancs, et des soins au vinaigre pour obtenir de beaux cheveux brillants. Dans les cosmétiques, Ovide donne des conseils pour soigner le teint. Apprenez donc comment vous pourrez, au sortir du sommeil, donner de l'éclat à la blancheur de votre teint. Dépouillez de sa paille et de son enveloppe l'orge que nos vaisseaux apportent des champs de la Libye. Prenez-en 2 livres et détrempez-le avec de l'herse en égale quantité dans une dizaine d'œufs. Quand ce mélange aura été séché au grand air, faites-le broyer par une ânesse sous une meule rocailleuse. Pilez ensuite de la corne de cerf, de celle qui tombe au commencement de l'année, et mettez-en la 6e partie d'une livre. Quand le tout sera réduit en farine bien menue, passez-le de suite dans un tamis creux. Ajoutez-y une douzaine d'oignons de narcisse, dépouillés de leur écorce, et qu'une main vigoureuse écrasera dans un mortier de marbre. Puis 2 onces de gomme et d'épeautre de Toscane et 18 onces de miel. Toute femme qui appliquera ce cosmétique sur sa figure la rendra plus polie, plus brillante que son propre miroir. Pour faire le col, donc le col c'est le noir que l'on met aux yeux, on utilisait de l'hématite, en voici. Alors cette pierre est toxique et c'est la raison pour laquelle on l'utilisait d'ailleurs, parce que de cette façon les insectes ne venaient pas au bord des yeux. Donc se maquiller avec du col avait un but esthétique mais également médicinal, dans la mesure où cela évitait que les insectes viennent sur le visage et là où on mettait du col. C'est pour ça qu'elles se bordaient, elles sourlaient les yeux avec du col. Je vous montre une vidéo de la fabrication du col traditionnel au Maroc. Offrir pour être belle n'est pas qu'une expression. Rassurez-vous, ce drôle d'ustensile est simplement du col traditionnel, un rituel beauté délicat qui se transmet de mère en fille. Automatiquement, tu mets ton col le matin, c'est comme quand tu te brosses les dents, tu te mets du col. C'est un truc de maquillage, ça purifie l'œil. Le col est un cosmétique réputé depuis l'Égypte antique. Les pharaons utilisaient déjà cette poudre pour embellir leur regard. Il faut dire que rien ne vaut le col pour se dessiner de parfaits yeux de biche. Pour des raisons pratiques, aujourd'hui en France, les crayons ont remplacé la poudre. Mais au Maroc, pas question de rompre avec la tradition. Ça, c'est la pierre de l'antimoine. Ouais. C'est une pierre naturelle, ce qu'on ramène des mines. Après, on l'écrase pour l'utiliser en poudre, comme ça. Si tous les marchands de souk vendent des morceaux de pierre d'antimoine ou pierre de colle, seules quelques femmes savent fabriquer la précieuse poudre. Salam alaikum. Malika est l'une d'elles. Exceptionnellement, elle a accepté de dévoiler à Rim sa recette. Alors, il faut une pierre de colle. Un noyau d'olive noire.
À la pierre de colle, Malika ajoute un noyau d'olive, un noyau de date, du poivre et des feuilles de pistachier. Elle fait ensuite cuire le mélange 20 minutes avant de le broyer minutieusement pendant 4 jours jusqu'à obtenir une poudre très fine. Quand tu vois une poudre, tu te dis que c'est juste une poudre. Tu te dis pas qu'elle est passée par toutes ces étapes-là. Et en plus, c'est un produit naturel après tout. C'est mieux que les produits cosmétiques. Malika utilise de la pierre d'antimoine comme le veut la tradition. Mais d'autres productrices sont moins scrupuleuses. Pour David Shapiro, ophtalmologiste, il faut donc se méfier des poudres de colle importées du Maroc. Ce que l'on craint le plus, c'est que l'antimoine qui coûte cher ait été remplacé par d'autres métaux, comme en particulier le plomb. Le problème du plomb, c'est qu'à long terme, il provoque une intoxication très grave qu'on appelle le saturnisme et qui peut donner des problèmes, voire neurologiques, très graves, surtout chez les enfants. Rassurez-vous, si elle ne contient pas de plomb, la poudre de colle ne présente aucun danger, à part celui d'en mettre à côté. Ce qui ne risque pas d'arriver à Nadia, maquilleuse professionnelle à Fès. Bonjour Fifi, ça va? Ça va et toi? Cette spécialiste des yeux de biche utilise le colle depuis toujours. Et avant même de l'appliquer, elle nous confie déjà une petite astuce pour éviter l'effet cocard. J'ai mis du poudre en dessous de l'œil pour ne pas salir l'œil avec la poudre du kohl. Ouvrir les yeux, حلينك. Nadia apprend d'abord à sa cliente à réaliser un maquillage traditionnel. Pas franchement une partie de plaisir. On a le kohl traditionnel en poudre noir et gris. Je le mets en dessous en premier. Après, je demande, ferme les yeux et je le passe comme ça. Ça pique? Oui. Ça fait un petit peu mal, mais ça va. Pour la prochaine étape, l'application varie selon la forme des yeux. Elle a des yeux ovales, on va faire le kohl en dessous et on va faire une eyeliner un peu allongée pour mettre l'œil en valeur et pour les agrandir. Pour les petits yeux, la poudre de colle doit être placée à l'extérieur de l'œil pour agrandir le regard. Au contraire, pour les yeux ronds, elle doit être déposée à l'intérieur. Ça donne des yeux charbonneux. Mais c'est très joli, c'est magnifique. J'ai bien aimé. Nadia va maintenant prouver à Ferdaouz que le kohl peut aussi se décliner de façon moderne. Et là, c'est le kohl moderne. C'est une pâte grasse. Il existe en beaucoup de couleurs. Avec le kohl en pâte, l'application est plus pratique et moins douloureuse, et le résultat plus fantaisiste. D'autant que pour accentuer... Sur cette fresque, vous voyez une matrone en train de se faire maquiller par ses ornatrix, puisqu'elles sont plusieurs. Et vous voyez que l'ornatrix lui montre un miroir, elle se reflète dans ce miroir et en cela, elle se rapproche de la déesse Vénus à laquelle elle souhaite ressembler. Alors vous imaginez bien, en voyant tout l'attirail dont elle a besoin, que c'était quelque chose qui était très important et qu'elle devait effectivement y passer des heures. La clarté du teint est en effet essentielle pour les Grecs comme pour les Roumaines. C'est le propre d'une femme qui n'a pas à s'exposer au soleil pour travailler. Elle se protège du soleil lorsqu'elle sort et emploie des cosmétiques parfois extrêmement dangereux pour se blanchir artificiellement le teint. Blanc de craie ou de plomb, la fameuse céruse, mortellement toxique et utilisée jusqu'au XXe siècle, utilisée sous forme d'onguents et de crème. Ces pastilles de plomb étaient produites dès l'Antiquité grecque à une échelle industrielle, alors que leurs effets toxiques étaient déjà connus. Le médecin Galien raconte ainsi que lors d'un banquet par jeu, des femmes blanchies et fardées durent se laver le visage à l'eau. Sous le fard, leur peau était rougie et attaquée. Le seul moyen de cacher cette réaction violente du plomb étant de se farder davantage, on comprend l'importance de l'industrie cosmétique à cette époque. Sur cette bande dessinée, vous pouvez voir à quel point le maquillage pouvait durer longtemps et à quel point il était à outrance, donc exagéré. En dehors de ce teint blanc, le fardage romain consiste essentiellement à se noircir ses sourcils au noir de charbon ou à la galène, encore un oxyde de plomb, et à teinter ses joues de rose ou de rouge plus ou moins vif. Les colorants utilisés pour obtenir ces teintes sont le cinabre ou sulfure de mercure, et dit comme ça fait peur, qui a servi à faire le fard grec de l'image de gauche de votre cour. Sur cette photographie d'une des vitrines du musée Saint-Raymond, vous voyez une femme qui s'apprête, qui se prépare, avec à gauche
les pics pour le chignon. À droite, de quoi faire les fards, de quoi se maquiller. Elle porte des bagues, elle a aussi une boucle de ceinture. Vous avez les pinces à épiler et elle a des boucles d'oreilles. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu comment les femmes, les matrones, hein, les femmes qui avaient quand même de l'argent, s'apprêtaient pour le banquet. Voici la photographie d'un rasoir qui se trouve au musée Saint-Raymond. Alors vu comme ça fait un petit peu peur. Pour ce qui est des couleurs, voici la malachite. Ça, c'est le vert. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir avec l'écran vert. Voilà. Ça, c'est du vert. Ça, c'est du cinabre. Alors, le cinabre, c'est une pierre qui est toxique également, hein, qui est ferrugineuse et qui servait à faire du rouge, de l'ocre, toutes les couleurs tirant sur le rouge. Donc, par exemple, pour faire cette robe, on aurait utilisé cette pierre-là. Ça, c'est de la turquoise, c'est une vraie pierre de turquoise avec laquelle donc, on pouvait faire le bleu du maquillage, mais également des pigments de façon à peindre avec du bleu. Et ça, c'est le lapis lazuli, voilà, qui était également pilé et qui pouvait servir non pas au maquillage, mais plutôt à faire des pigments sur les murs pour les fraises. Voici le kaolin. Le kaolin sert à faire le fond de teint, un fond de teint très blanc. C'est une pierre qui peut s'apparenter à de la craie. On peut utiliser de la craie également pour se blanchir le visage et le corps. Et c'est une pierre qui est en fait de la cendre volcanique. Celle-ci, je l'ai retrouvée en Sicile. Et elle sert encore aujourd'hui à constituer, à fabriquer la porcelaine. Donc il y a des gisements de kaolin qui servent à constituer la porcelaine très fine que l'on utilise traditionnellement, par exemple, qui est fabriquée dans les pays de la Loire. Je voulais absolument vous parler des colorants qui étaient utilisés pour le maquillage, mais aussi pour les murs des maisons. Juste après, je vous ai mis une petite vidéo que j'ai faite d'après des photographies du musée d'Athènes, du musée archéologique d'Athènes, dans lequel je vous explique un petit peu comment on fabriquait les couleurs qui étaient utilisées aussi bien pour le maquillage que pour la constitution des fresques et des décorations. Les colorants utilisés pour obtenir les teintes sont le cinabre, la garance, qui est une plante tinctoriale, ça veut dire qui sert à teinter, l'oxyde de fer qui donne un rouge orangé. On a également retrouvé des traces de fard bleu ou vert. Les Grecs et les Romaines devaient donc également se farder les yeux en couleur. Les lèvres sont également teintées de rouge à l'aide de mûres écrasées, d'orcanette, c'est une autre plante tinctoriale, de cochenille qui est obtenue à partir d'insectes écrasés. Alors les cochenilles, c'est des espèces de petits insectes rouges qu'on voit sur les murs. C'est avec ça qu'on fait aussi le rouge des fraises tagada. Les teintes rouges variant de rouge clair à rouge violacé. En dehors de ces fards, le must-have des beautés romaines de l'époque sont les huiles et onguents parfumés dont elles usent et abusent et dont le commerce est florissant. Les odeurs en vogue sont épicées, encens, myrrhe, nard, fleuri, rose, lys, iris, animal, musc, ambre gris ou encore aromatique, sauge, marjolaine. On parfume ses cheveux, ses fards, son visage, son corps, chaque partie pouvant porter une odeur distincte. La mode veut aussi que l'on paie très cher la sueur d'un gladiateur ou de son sang pour en fabriquer un parfum aphrodisiaque. Voici l'hématite qui est faite avec de l'hydroxyde de fer et de la silice de façon à obtenir la couleur rouge. Voici pour obtenir les couleurs blanches qui sont faites avec de l'ocre à gauche qui vient de l'île de Chypre et à droite de l'île de Milos. Donc c'est fait avec de la kaoline. À gauche, vous avez du lapis lazuli qui est pilé pour obtenir la couleur bleue. Et à droite, vous avez du cinabre qui est fait pour utiliser la couleur verte, pour créer la couleur verte. À gauche, vous avez une couleur verte qui est faite avec de la conicalcite. Elle vient d'anciennes mines d'argent du Laurion. Et à droite, vous avez une couleur qui est un petit peu ocre, qui vient également des anciennes mines d'argent du mont Laurion, qui est faite avec un composé qui s'appelle l'hydronium jarosite. À gauche, vous avez de l'ocre, donc ça c'est assez commun chez nous en France. Bon là, elles viennent des mines d'argent du Laurion. Et à droite, vous avez de l'hématite pour la couleur rouge. C'est un composé de fer aussi, donc de silice,
Et du coup, c'est une couleur qui va être extrêmement utilisée par les Grecs et par les Romains. À gauche, vous avez une autre façon de composer le bleu, de créer le bleu, avec de l'azurite, une pierre qui s'appelle azurite. Et là, cette pierre vient également des mines d'argent du mont Laurion. Et à droite, vous avez de la malachite qui vient du même endroit. Donc c'est une pierre qui est également semi-précieuse. Le bleu et le vert, ce sont des pierres qui sont très difficiles, très chères, très difficiles à trouver et très chères à créer. Ce sont des couleurs très chères à créer. Là, vous voyez comment on obtenait les pigments avec lesquels on allait peindre. Donc c'était en pilant toutes ces pierres précieuses. Ici, vous voyez qu'on a pilé de l'ocre de façon à obtenir cette poudre qui va servir à peindre ultérieurement. À gauche, vous avez du blanc. Donc l'ocos, c'est le blanc, qui est fait à partir de cérusite. Donc cérusé, ça veut dire blanc. Vous connaissez peut-être les meubles cérusés, ça veut dire qui sont blanchis. Et à droite, vous avez du bleu, un bleu qui est très joli et qu'on appelle le vert de gris en français. Donc c'est une pierre qui est faite à partir d'un composé chimique également, qui est créé de façon un petit peu particulière. Je vous montre à l'image suivante. Donc pour créer le vert de gris et le bleu égyptien, qui est ce très joli bleu que vous voyez à gauche, il fallait un procédé chimique un petit peu particulier. Vous le voyez sur le vase à droite. En fait, on faisait s'oxyder du fer et on grattait la poudre qui avait été obtenue de façon à obtenir ce bleu si particulier. Donc voilà, vous voyez, en fait, évidemment, le vase était fermé, mais c'était très difficile à obtenir et c'était des couleurs très onéreuses, encore une fois. Pour continuer à ce que je vous ai dit à l'image précédente, donc vous avez l'explication en grec et en anglais. Donc dans le pot à céramique, qui s'appelle le pitos, on va mettre une plaque de métal, on va y mettre des vapeurs acides avec par exemple du vinaigre chaud et l'acide va ronger le métal et après avoir rongé ce métal, on va récupérer justement le blanc dont je vous parlais tout à l'heure, le vert de gris dont je vous parlais tout à l'heure et ce bleu égyptien que vous avez vu tout à l'heure et qui servait également d'ailleurs à faire le maquillage des Égyptiennes. Alors vous imaginez un petit peu se mettre ce genre de choses sur les yeux, c'était quand même pas terrible. Et les femmes grecques, alors? Voici un texte de Xénophon dans l'Économique. Kaitian ephe o Socrates, epistamen auto paralabon, et etemen uto pentekaidena, gigoino nua, elte pros eme, ton dem prosten chronon edze upopoles epimelais opos os, et la kista menopsoito, et la kista dakusoito, et la kista deireto. Ugar agapeton soido kai ainai, aimonon eltet epistamene eria paralabusa imateon apodeixa, kai eorakai os erga talasai terapainas diotai. Epaitage amphigastera efe, panukalos o Socrates, elte papaidomenen. Oper megiston e moige dokei paidoma enai, kai andri kai gunaiki. Et Socrate, comment aurais-je pu la recevoir tout instruite? Elle n'avait pas 15 ans quand elle entra chez moi. Elle avait vécu tout ce temps soumise à une extrême surveillance, afin qu'elle ne vît, n'entendît et ne demandât presque rien. Pouvais-je souhaiter plus, dis-le-moi, que de trouver en elle une femme qui sût filer la laine pour en faire des habits, qui eût vu de quelle manière on distribue la tâche aux fileuses? Pour la sobriété, Socrate, on l'y avait tout à fait bien formée, et c'est, à mon avis, une excellente habitude pour l'homme et pour la femme. Donc voilà ce qu'on doit attendre d'une femme, la soumettre à une extrême surveillance et ensuite qu'elle sache filer la laine pour faire les habits et distribuer la tâche aux fileuses. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un coffret à maquillage. En fait, le coquillage servait à contenir les onguents une fois qu'ils avaient été pilés et mélangés avec de l'huile d'olive, etc. et tout ce qui pouvait rentrer dans la composition du maquillage. Cette riche matrone que vous voyez à côté de moi est le reflet typique de la mode du nec plus ultra. Alors imaginez, c'est un peu le Vogue de l'époque ou le closer, j'en sais rien. Un détail particulier vers les pieds. Généralement, les matrones avaient des chaussures avec des chaussettes à l'intérieur. Voilà, donc imaginez les nu-pieds, les tongs avec des chaussettes à l'intérieur. C'était le nec plus ultra de la mode.
Voici donc ce cours sur le banquet achevé. Je vous retrouve la semaine prochaine, du moins je l'espère, pour un nouveau cours sur les institutions de la République et sur César. À très bientôt et portez-vous bien.